Quand on est face à quelque chose que l'on ne comprend pas, notre réflexe est d'essayer d'y trouver une explication, ou de l'inventer, et dans ce domaine, on est plutôt bon vu la palette d'histoires et de croyances qui existent dans le monde entier. Légendes ou mythes, tous prennent leur source dans des faits plus ou moins réels, qui sont transformés au fil du temps, au gré des personnes et des opinions, mais néanmoins, au sein de chaque récit se cache une part de vérité. Le Kraken, créature fantastique, serait par exemple une pieuvre gigantesque coulant des navires et qui serait vraisemblablement née de la rencontre entre marins et certaines espèces de calmars. Et quand on voit la tête de la bestiole, on peut comprendre pourquoi. Mais il existe d'autres légendes expliquées, comme celle des Vaxellarats, vue dans un épisode précédent, ou encore celle des sirènes, qui serait en fait inspirée de mammifères marins appelés dudong. Et bon là c'est vrai que c'est tout de suite moins sexy. En bref, cela fait des siècles que l'océan suscite la curiosité de l'homme, et l'a énormément inspiré dans la création artistique et surtout la fiction, où on peut retrouver des contes, romans, poèmes, films traitant de ce sujet, avec parfois un point de vue qui m'échappe. Mais il arrive aussi que la fiction s'inspire fortement de la réalité, et dans ces cas-là, s'intéresser à une œuvre en détail permet de découvrir plusieurs choses réellement passées, et c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Aujourd'hui, on va donc voir un des piliers en matière d'histoire de monstres marins, et découvrir que 90% de ce qu'il y a écrit dans ce livre est tiré de faits réels. Avant de commencer, on va préciser 2-3 petites choses. Quand je dis que cette œuvre est tirée de faits réels, je parle des idées utilisées par l'auteur pour construire son récit. On va donc s'intéresser à des événements qui ont inspiré Moby Dick, mais l'histoire en elle-même ne s'est jamais produite. Faut bien être d'accord là-dessus. Et pour ceux qui ne la connaîtraient pas, on va commencer par un bref résumé. Moby Dick, ou The Whale en anglais, est un roman d'Herman Melville paru en 1851. L'histoire raconte le périple d'Ismaël, jeune marin décidant de partir à la chasse à la baleine à bord du Pequod, un baleinier commandé par le capitaine Ahab. Très vite, Ismaël se rend compte qu'il s'agit bien plus que d'une simple chasse et apprend alors que le navire poursuit un animal en particulier, Moby Dick, un cachalot blanc ayant arraché une jambe à Ahab par le passé. L'histoire se concentre alors sur la course-poursuite entre le capitaine et l'animal, se déroulant sur une grande partie des océans, avant de se finir par un dénouement que vous découvrirez en lisant le livre. Pour créer son histoire, l'auteur s'est alors inspiré de 2 événements majeurs, l'un pour l'animal et l'autre pour le baleinier et son équipage. Et quitte à choisir, on va commencer par l'histoire de la grosse bébête blanche. Dans les années 1800, on voit apparaître l'essor d'un nouveau commerce, celui des baleiniers. Les baleines et les cachalots sont alors chassés en très grand nombre pour leurs organes et leurs huiles qui étaient utilisés pour fabriquer des savons et autres cosmétiques. Sauf que la pêche à cette époque-là, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui, et ça se limitait généralement à l'utilisation de 2 baleinières, qui sont, disons-le simplement, 2 grosses barques, contre des cachalots pouvant faire jusqu'à 20 mètres. Autrement dit, la bataille entre l'homme et l'animal n'était jamais gagnée d'avance, et certains cachalots se voyaient même attribuer des surnoms lorsqu'ils survivaient à de nombreuses reprises, les rendant très célèbres auprès des chasseurs. Et c'était notamment le cas d'un grand cachalot vivant au large du Chili appelé Moshalik, qui était blanc. Moby Dick, Moshalik, l'animal, en plus de sa couleur singulière, faisait part d'une redoutable volonté de survie, ce qui le rendit extrêmement célèbre au sein des baleiniers. Selon les témoignages, le cachalot restait serein et amical, mais pouvait faire part d'une extrême violence si l'on venait à l'attaquer. Il fit alors l'objet de plusieurs ouvrages, et on estime qu'il fut une des grandes sources d'inspiration pour la création de Moby Dick. Le lien paraît évident. Du coup, il nous reste à voir l'inspiration pour l'équipage. Et là, on va avoir affaire à une histoire plutôt sordide. Le 12 août 1819, un navire nommé l'Essex quitte l'île de Nantucket, située au nord des États-Unis, et part pour un voyage de plusieurs mois en quête de cétacés, avec à son bord 18 matelots. Durant plus d'1 an, le baleinier enchaîna les prises avant de se diriger vers l'équateur, dans un lieu de rassemblement de cachalots appelé Oshford Ground, où un terroriste trouverait des bancs entiers. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils vont pas être déçus. Au bout de seulement quelques minutes, très certainement pour se défendre, un des cachalots présents décide de foncer droit sur le bateau, qui finira par sombrer. Donc là, on a 18 hommes qui se retrouvent coincés sur 3 barques, en plein océan Pacifique. Et c'est là que l'hécatombe commence. Mort naturelle, suicide, cannibalisme pour survivre, la liste est longue pour tout l'équipage qui dériva de nombreux jours et dont seulement quelques-uns s'en sortiront repêchés par différents navires. C'est alors en parlant avec le fils d'un de ces rescapés qu'Herman Melville décide d'écrire Moby Dick en s'inspirant de ce naufrage. Donc voilà, faut savoir que derrière ce roman se cache une histoire pas très claire. Mais bon, revenons au livre. Ce qui est dingue, c'est que Melville ne fait pas que raconter une histoire à travers son œuvre, mais propose de véritables pistes de réflexion assez avant-gardistes pour l'époque. On retrouve notamment des questionnements sur la surpêche et l'utilisation des ressources marines, ce qui, en 1851, n'est d'actualité pour personne. Mais la question principale repose sur les notions de bien et de mal qu'incarnent chacun à leur tour Moby Dick et Ahab à travers le récit, nous faisant réfléchir sur le principe même de tuer, qui n'est plus trop le cas aujourd'hui. Genre tuer des baleines alors que ce sont des espèces protégées, tout ça. Voici venu le temps des rires et des chants, dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps, c'est le pays joyeux, les enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est un paradis. S'il y a bien
Deuxième chose dont je me suis rendu compte en écrivant cet épisode, c'est à quel point en un peu plus de 100 ans, les choses ont drastiquement changé pour ces animaux, et surtout pour ceux qui les chassent. Outre les chiffres alarmants nous montrant que la plupart des espèces sont en danger, faut vous dire qu'au XXe siècle on estime qu'on en a tué 2,8 millions, c'est la façon dont sont effectuées les prises qui n'est plus du tout la même. Du fait de plusieurs facteurs, notamment de l'industrialisation, risquer sa vie en pleine mer pour ramener à manger à sa famille, s'est transformé en promenade pépère dans son chalutier, égorgeant tout ce qui bouge, enfin ce qui nage en l'occurrence. Alors attention, dans les deux cas, on parle quand même du meurtre de plusieurs milliers d'animaux, mais de mon point de vue, l'acte est beaucoup plus déshumanisé aujourd'hui et tellement amplifié que les questions de surpêche mentionnées par Melville 150 ans plus tôt sont des faits communs pour nous dorénavant. À cela ajouter la diminution des stocks disponibles à cause des nouvelles générations de pêcheurs, comme explique très bien Léo Grasset de Dirty Biology dans sa vidéo sur l'amnésie écologique. Enfin bref, grâce à ce bouquin, j'avais envie de parler de baleines et surtout d'orienter la réflexion sur la manière dont est pêché l'animal et non sur l'acte en lui-même. Même si cette pratique me révolte, nous tuons et chassons des animaux depuis longtemps, c'est indéniable. La seule chose qui change, c'est le but poursuivi et la manière dont on le fait. C'est donc sur ces points-ci qu'il faut réfléchir. Devons-nous continuer de tuer certains types d'animaux pour nos plaisirs accessoires? Les techniques de pêche actuelles sont-elles éthiques? Et surtout, sommes-nous capables aujourd'hui de réellement discerner la différence entre tuer un animal à l'arc et tout un troupeau à la carabine? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, qui était un peu plus longue que d'habitude, donc j'espère que ça a été quand même. Si vous l'avez aimé, mettez un like, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne, et n'oubliez pas qu'il n'y a que comme ça que je peux voir que l'épisode vous a plu, alors n'hésitez pas. Pour ce qui est de la prochaine vidéo, ce sera sûrement un Curiosity ou un Curiosity, mais elle sortira dans un peu plus longtemps, tout simplement parce que je vais recommencer à bosser, et du coup je n'aurai plus le temps que j'avais maintenant pour faire une vidéo par semaine. Mais bon, je vous redirai ça sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent. On se retrouve donc dans pas trop longtemps j'espère, alors restez à l'affût, et surtout restez curieux. While you start to leave, go back right. Even now I search, and I wonder why.